Bonne année 2024 à tous les fidèles téléspectateurs du Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, la victoire de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Il remporte la présidentielle avec 73% des voix selon les résultats provisoires de la commission électorale. L'opposition, elle, qualifie le processus de simulacre et demande l'annulation du scrutin. Nous consacrerons une large partie de notre journal à cette actualité en RDC. Reportage à Kinshasa et décryptage de notre invité Itiel Batoumike de l'Institut Eboutelli dans un instant. Succès Masra, Premier ministre du gouvernement de transition au Tchad. L'opposant a été nommé ce 1er janvier. Il était rentré au pays en octobre dernier après un an d'exil et avait soutenu le processus électoral pour la révision de la Constitution. La correspondance à N'Djamena dans ce journal. Et puis, nous sommes le 1er janvier. Quels sont les événements phares de l'année 2024 entre la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dès ce 13 janvier, la présidentielle au Sénégal fin février, la commémoration du 30e anniversaire du génocide au Rwanda. L'année s'annonce très riche en événements. On fera le point à la fin de cette édition. Et en République démocratique du Congo, l'année commence par l'élection de Félix Tshisekedi. Le président sortant a été élu à 73% des suffrages selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante. Des résultats contestés par l'opposition. Elle appelle à annuler le scrutin. Dans un discours rassembleur, Félix Tshisekedi appelle quant à lui à l'unité. Reportage de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. C'est un président triomphant qui s'est présenté à son QG de campagne. Partout, des scènes de liesse. Félix Tshisekedi est arrivé en tête de l'élection présidentielle avec 73% des voix. Loin devant son challenger Moïse Katumbi, crédité à 18% des voix, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Dans son discours, Félix Tshisekedi a cité les défis qui l'attendent pour les 5 prochaines années, comme l'emploi, le pouvoir d'achat et la montée en puissance de l'armée congolaise. Mais surtout, il a appelé à l'unité nationale après une campagne électorale marquée par des discours nationalistes. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Quelques heures plus tôt, avant même l'annonce de la commission électorale, l'opposition congolaise avait rejeté les résultats provisoires. 9 opposants et candidats à l'élection présidentielle dénoncent des scrutins entachés d'irrégularités. Tous demandent l'annulation de ces élections et leur réorganisation. Monsieur Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard de plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens et pourquoi il a organisé cette fraude. Plus de 41 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales, mais seuls 43% d'entre eux se sont rendus aux urnes selon la CENI. La Cour constitutionnelle a jusqu'au 10 janvier pour proclamer les résultats définitifs. Et notre correspondante a pu interroger Jacquemin Chabani, co-directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Elle l'a interrogé entre autres sur la contestation du scrutin par l'opposition. Écoutez. C'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle atteint un tel score. Je le rappelle, 73% des voix. Alors comment expliquez-vous cette large victoire? Principalement par la campagne qu'il a menée. Je crois que tout bon analyste peut arriver à constater que des 26 candidats, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, est celui qui a mené la meilleure campagne. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire les 26 provinces en 30 jours. Il est le seul, je crois, si je ne me trompe pas. Il a fait 53 meetings en 27 jours de déplacement. Aucun des autres candidats n'a fait la moitié de ces meetings. Il a eu l'avantage d'avoir une réussite sur tout son parcours. Donc il n'a eu aucun accueil, aucune destination qui n'a pas tenu. Justement, lors de cette campagne électorale, on a beaucoup entendu d'invectives entre candidats, de discours nationalistes très forts. Alors est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a-t-il pas gagné en surfant sur cette vague nationaliste plutôt qu'en défendant son bilan? Je crois qu'il ne faudrait pas aussi qu'on ignore que les élections se sont tenues en République démocratique du Congo pendant que le territoire est attaqué, pendant que le pays est en guerre, pendant qu'il y a des agresseurs, il y a un pays voisin
il y a des mercenaires, il y a des terroristes qui attaquent ce pays. Et il était important que parmi les thèmes de campagne, cette question soit relevée, soulevée, et que non seulement les candidats puissent y avoir une réponse attendue par les électeurs, mais que les électeurs aussi y soient satisfaits. Et on a constaté que tous les autres candidats n'arrivaient pas à trouver ou même à aborder cette question de façon responsable. Alors avant même la publication des résultats provisoires par la commission électorale, les opposants avaient rejeté ces résultats. Ils dénoncent un processus chaotique. Ils pointent des irrégularités le jour des scrutins. Alors justement, ces irrégularités n'affectent-elles pas cette large victoire? Il y avait énormément de contraintes. Personne ne croyait que ces élections allaient s'organiser. Aujourd'hui, elles se sont organisées. Les électeurs ont été aux urnes, ils ont voté, ils ont fait leur choix. Maintenant, ce sont des postures d'opposition. Et j'espère que nos camarades de l'opposition vont arriver à évoluer parce qu'ils ont participé, ils ont accepté de participer à un scrutin avec ses règles. S'il y a contestation, le contentieux existe. Mais le plus important, c'est que tous ensemble, nous puissions nous préoccuper de notre pays, de notre nation, de notre jeune démocratie que nous sommes ensemble en train d'écrire et de construire et qu'ils vont revenir de façon responsable dans le jeu démocratique. Et pour en parler, nous retrouvons en direct de Kinshasa Itiel Batumike, chercheur et spécialiste des questions électorales à l'Institut politique Ebouteli. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, ce chiffre, le taux de participation, il est de 43%. Quelle légitimité pour le président élu avec ce taux, compte tenu notamment des difficultés de la tenue du scrutin? Alors, il faut dire que depuis 2011, la question de la légitimité du président de la République pose problème en République démocratique du Congo, puisque nous sommes passés d'un seul tour des deux tours à un seul tour, et ça réduit sensiblement la marge de légitimité du président de la République. Alors ici, nous sommes dans une hypothèse où, pour la première fois depuis 2011, un président de la République, un candidat président de la République obtient au-delà de 50% des suffrages exprimés par les électeurs le jour du vote. Mais en même temps, on voit que bien que le président de la République ait fait un score aussi impressionnant que celui-là, il est le premier à le réaliser sous la Troisième République, mais ça ne résout pas la question de la légitimité du président de la République, puisque comme vous venez de le remarquer, le taux de participation est en baisse depuis 2006. L'année passée, lors des élections de 2018, ce taux de participation était à 47% et aujourd'hui on est à 43%, et on comprend que face aux difficultés et à l'impréparation de la CENI à organiser les élections dans les délais avec beaucoup de contraintes et des difficultés pour le déploiement logistique, la CENI n'a pas pu permettre, comme elle le prétend, à tous les Congolais de voter, parce qu'on parle de près de 11 000 bureaux de vote sur les 75 000 prévus initialement qui n'ont pas pu voter. Donc aujourd'hui, il y a près de 6 millions, si on compte le nombre d'électeurs qui étaient attendus dans ces 11 000 bureaux de vote, 6 millions d'électeurs qui n'ont pas pu participer au vote, non pas par leur faute, mais parce que la CENI n'était pas prête à les accueillir dans les bureaux de vote qui étaient prévus. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, Succès Masra, l'opposant tchadien désigné Premier ministre du gouvernement de transition. Il était rentré d'exil en octobre après un an d'absence et avait pris part au processus électoral pour la révision de la Constitution. Sa nomination n'est pas une surprise, elle est le fruit d'un long processus de négociation avec le pouvoir, comme nous l'explique notre correspondant Mamadou Jimtembaï. C'est le fruit d'un long processus de négociation et qui a eu le premier signe, c'était l'accord de Kinshasa. Vous savez, l'opposant Succès Masra avait quitté le pays après les événements tragiques du 20 octobre 2022. Il s'était exilé pendant plusieurs mois. Il a fait le tour, il était entre autres en Afrique, en Europe et puis aux États-Unis. Avant de revenir en Afrique et d'aller entamer les discussions à Kinshasa avec le gouvernement de transition nationale. Et ces négociations ont d'ailleurs abouti pour la première étape à son retour et à ceux de toute son équipe qui était partie en exil sans crainte, sans être poursuivi ou autre. Et bien entendu,
l'accord qui a abouti à sa nomination ne figurait pas dans le rapport qui a été rendu public. Il s'est dit, et selon plusieurs observateurs, qu'il y avait un accord secret. Et c'est dans cet accord secret, il avait été fait mention de sa nomination en tant que Premier ministre de cette transition. Et cette désignation intervient juste quelques jours après la promulgation d'une nouvelle constitution qui lance la 5e République, constitution qui consacre la forme de l'État unitaire. Un référendum constitutionnel en Guinée et d'autres scrutins en vue sur le continent en 2024. Au Sénégal, dès le mois de février, au Ghana, au Rwanda, en Algérie. L'année s'annonce riche en événements importants et ça commence dans 12 jours avec l'ouverture de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On fait le point avec Shirley Sidbon. Sur cette carte, les pays d'Afrique où des élections nationales sont prévues cette année. Un tiers des pays du continent sont concernés. Des électeurs attendus aux urnes, au Sénégal notamment en février. Des dizaines de candidatures sont déposées. Parmi les favoris, l'actuel Premier ministre Amadou Ba et l'opposant emprisonné Ousmane Sonko. Les candidats retenus seront connus le 20 janvier au plus tard. L'un des candidats résume ce que 2024 peut représenter pour le pays. 2024 est une année charnière pour le Sénégal. Nous sommes à la croisée des chemins. Action également en Algérie, au Ghana, où selon les sondages, l'opposition pourrait l'emporter. En Afrique du Sud, l'ANC, parti qui était celui de Nelson Mandela, pourrait perdre pour la première fois la majorité au Parlement. Au Rwanda, élection présidentielle, Paul Kagame se représente pour un 4e mandat dans un pays en plein préparatif des commémorations du génocide de 1994. Sur le plan commercial, en 2024, les pays africains vont franchir un cap. Toutes les banques centrales devraient rejoindre le système de paiement transfrontalier qui facilite les échanges. La croissance devrait être plus importante qu'en 2023, à environ 4%. L'événement phare du début de cette année est surtout sportif, même s'il aura des retombées économiques, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les fans du ballon rond ont rendez-vous le 13 janvier. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Maya Naïsia Tagen. Merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.